Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. Et dans Punchline, on se retrouve avec notre invitée exceptionnelle, Catherine Neb. Bonsoir Catherine. Bonsoir Laurence. Bienvenue chez vous, évidemment, Europe 1, qui est votre maison. Vous publiez Tu le sais bien, le temps passe, Souvenir 2, aux éditions Bouquin. C'est un livre qui revient sur la deuxième partie, encore une fois, de votre carrière politique, 50 ans de vie politique. Aujourd'hui, on est en 2021. Catherine, quel est l'adjectif que vous emploierez pour qualifier notre vie politique? Est-ce qu'on a les élites qu'on mérite? Est-ce que le niveau a baissé? Est-ce qu'encore une fois, tous ceux qui aujourd'hui prétendent être candidats et donc présidents ou présidentes ne sont pas au niveau des hommes et femmes politiques d'il y a même ne serait-ce que 10 ou 20 ans? Mais oui, vous savez, ma grand-mère me disait toujours aussi c'était mieux avant. Mais c'est vrai qu'en termes de niveau des politiques, ce qui a fait baisser le niveau, c'est d'abord que je crois que faire une carrière politique est moins intéressante parce que d'abord vous êtes mal jugé par les gens, parce que vous êtes mal payé, faut bien dire ce qui est, parce qu'il y a la transparence qui fait que maintenant il n'y a plus de secret possible, parce que vous êtes soit député, soit maire, et pour ceux qui voulaient faire une grande carrière, vous voyez, l'intérêt c'est de pouvoir régner sur un territoire, fût-il petit ou moyen, député maire de petites villes et de villes moyennes, mais ça vous donnait d'abord une expérience, une assise, une reconnaissance d'abord locale, que vous pouviez amener jusqu'au niveau national, et ça vous faisait des personnages qui, pour les journalistes, étaient beaucoup plus intéressants, parce que quand vous êtes élu, réélu, et faire des carrières pour certains pendant 30 ans, ça veut dire que si vous êtes réélu, c'est qu'il y a l'assentiment de vos électeurs, que vous leur apportez quelque chose, et que ce face-à-face avec d'ailleurs vos électeurs qui se perpétue vous donne à la fois une force, une reconnaissance, et c'est agréable de te rencontrer des gens qui ont pris une telle importance, une telle assise. Et c'est vrai que déjeuner avec des personnages de ce niveau, c'était intéressant. C'était gratifiant, intéressant. Et puis, vous voyez, la personnalité, elle se forge. Vous voyez, quelquefois, des gens au départ médiocres, et puis qui, à force, devenaient... un peu moins médiocres. Oui, et puis même qui arrivaient à enfiler un costume plus grand et à faire une carrière, somme toute, intéressante. Mais là, d'abord, ça va trop vite, vous voyez. Et puis, je crois que le « en même temps » a cassé un écosystème qui était déjà bien ébréché à gauche. Mais en choisissant ces députés, puisqu'ils n'avaient pas... Alors, soit il y avait les assistants parlementaires du Parti socialiste qui ont apporté une cohorte à gauche, et puis pour le reste, ça a été... à part les ralliements LR, quelques-uns, quand même quelques-uns notables, ont été choisis sur Internet. Donc c'était des gens un peu hors sol, quoi. Qui étaient totalement hors sol, qui n'étaient pas connus, qui une fois élus n'étaient pas connus du... Et là, je l'ai dit, mais je le répète, c'est-à-dire, on a bien vu qu'au moment des Gilets jaunes, pourquoi les gens venaient sur des ronds-points, c'est qu'il n'y avait pas d'amortisseur avec les élus locaux. Alors, ils allaient taguer la permanence du député, mais ça n'allait pas plus loin. Ils n'avaient pas pris l'habitude de parler avec lui, parce qu'un député qui était là depuis longtemps et qui est député maire, il connaît les gens sur le terrain, il sait qui va pas bien, on peut se parler, ils viennent aux permanences, on arrange les choses. Et c'est pour ça qu'ils sont montés à Paris pour tuer le roi avec les pics avec la tête au bout, là. Mais ça, c'est parce que ça a tué le terrain, vous voyez. Et Emmanuel Macron l'a compris, ça, au bout de pratiquement 5 ans de mandat, désormais, que c'est en même temps, et il fallait peut-être en revenir. J'en sais rien. En tous les cas, il a compris qu'il n'avait toujours pas de parti, et que la plupart des députés l'ont déçu, et la rumeur dit qu'il voudrait en changer, en renouveler 70. Mais par qui? Vous voyez, qui va vouloir venir? C'est quand même un échec mais aussi, l'avantage pour lui, c'est que c'est qu'il n'a pas eu ses frondeurs. Vous voyez, qui ont tant coûté à François Hollande. Qui ont tant coûté à François Hollande, et donc on peut dire que grâce à ça, il a pu être un Jupiter sans entrave, quoi. Voilà. Absolument. Et il est actuellement en Hongrie, il va prendre la présidence du Conseil de l'Europe d'ici quelques jours, début janvier. C'est un président qui va tarder à entrer en campagne, à votre avis? Il est déjà en campagne, mais ils ne vont pas le dire dans ces cas-là. Écoutez, il fait une chose par jour. D'abord, il faut reconnaître que pour être aujourd'hui un chef de l'État, il faut avoir une énergie hors norme. Ce sont des athlètes de haut niveau. Les présidents comme lui, qui en plus dort très peu,
est sans arrêt sur la brèche. Donc, il est candidat aujourd'hui. Alors, la question, c'est est-ce que la présidence européenne est un atout pour lui ou un inconvénient? C'est un handicap, parce que Nicolas Sarkozy, lui, avait été président de l'Union européenne en 2008, c'est-à-dire un an après son élection, pendant 6 mois. Et il a su... D'abord, il y avait beaucoup de crises. Il y avait la crise en Géorgie avec l'invasion des Russes, et puis après la crise des subprimes où le système bancaire mondial a failli sauter. Donc, ça lui donnait un rôle qu'il a su prendre, enfin, où il s'est montré un excellent et même voilà, il a créé le G20, et puis il a trouvé la parade pour que tous les Européens s'unissent pour avoir un plan commun. Vous évoquiez le fait que ce sont des athlètes de haut niveau. Est-ce que c'est pas Nicolas Sarkozy qui a imposé ce rythme effréné à la présidence? Parce que avant, on ne peut pas dire qu'il y avait une telle activité à la présidence de la République. Et du coup, derrière, tout le monde s'est un peu senti obligé de faire... Oui, puis moi je pense aussi que le quinquennat où il faut aller plus vite à accélérer les choses. C'est vrai que Jacques Chirac, lui, il parlait au mois de janvier, au moment des vœux, pendant 1 mois, et puis au 14 juillet. Puis le reste du temps, il faisait don de son silence à la France, parce que c'était quelqu'un qui n'était pas à l'aise avec l'expression verbale. Et tandis que Nicolas Sarkozy, on l'a vu dès qu'il est entré en politique, le premier jour où il est devenu ministre de l'Intérieur, je veux dire, à partir de ce moment-là, il était devenu le premier des ministres, parce qu'on n'entendait que lui, il était sans arrêt sur... et là, c'est vrai qu'il était, de ce point de vue-là, exceptionnel, et il a assez réussi, bien malgré son échec, pour montrer à ses successeurs que celui qui n'a pas voulu faire comme lui, qui était François Hollande, c'est complètement... Oui, il n'y avait plus d'électricité à l'Élysée quand Hollande est arrivé. Et Emmanuel Macron, lui, a compris que, voilà. Vous racontez dans ce livre, tu le sais bien, le temps passe, ce quinquennat de Nicolas Sarkozy démarré en 2007 avec les soucis personnels que vous évoquez, et puis la défaite de 2012. Qu'est-ce qui lui a manqué, au fond, pour être réélu? Il lui a manqué de ne pas avoir commencé son quinquennat dans le calme et la paix de son couple, parce que ça a tout cassé, quoi. Je veux dire, tout ce qu'on lui a reproché, le bling-bling, c'est le Fouquet's, le bateau Bolloré, les Wolfsboro aux États-Unis, avec l'humiliation totale, et puis d'apprendre qu'elle n'avait pas voté pour lui. Enfin, ça a été un calvaire. Et lui, et même aller chercher les infirmières bulgares, parce que finalement, les Français, ils avaient un sort épouvantable, mais ils n'étaient pas motivés, tellement les Français et les infirmières bulgares, ils ne connaissaient pas. Et en réalité, tout le travail avait été fait par l'Union européenne, elles avaient déjà leur passeport, et il a envoyé Cécilia, et il y a eu un marchandage non dit, mais Kadhafi voulait venir, il avait déjà été reçu dans tous les pays européens, mais il voulait venir en France, parce que la Libye, il avait reconnu l'attentat, vous savez, du Ténéré, où il y a 170 Français qui sont morts. Et donc, pour lui, c'était le deal, c'était venir dans la patrie des droits de l'homme. D'ailleurs, il a choisi de venir le jour de la célébration des droits de l'homme. Et ça, je pense que s'il n'y avait pas eu Cécilia, Nicolas Sarkozy aurait été moins empressé à aller les délivrer, alors qu'il n'y avait plus qu'à aller faire le verrou de la prison. Prêt, tu le sais bien, le temps passe. On continue à parler de ce merveilleux livre Souvenir 2 avec Catherine Ney. Dans un instant, on parlera des femmes en politique. Il y en a 4 qui vont être candidates. C'est sans doute un record. On évoquera chacune d'entre elles. À tout de suite dans Punchline. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. Et on se retrouve avec Catherine Ney, notre invitée exceptionnelle pour ce livre Tu le sais bien, le temps passe, aux éditions Bouquin. Catherine, est-ce le temps des femmes qui est venu pour cette présidentielle? Valérie Pécresse, c'est la première fois qu'une femme est désignée par la droite gaulliste, chiracienne, pour représenter la droite. Anne Hidalgo, évidemment, il y a Marine Le Pen et sans doute Nathalie Arthaud. Est-ce que le temps des femmes est venu? On va juste écouter Valérie Pécresse qui dit que tout le monde rate sa cible, notamment elle, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous savez, dans La Grande Vadrouille, il y a un moment très intéressant où il y a un tireur qui louche et qui essaye de toucher un avion. Là, j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de tirs qui partent, mais je trouve qu'ils manquent tous leur cible. Moi, je suis la candidate d'une droite qui fait, d'une droite qui a réussi dans sa région, d'une droite de conviction et d'une droite de solution. Et donc, pour l'instant, pardon de vous le dire, mais ils ont un peu tous raté leur cible. C'est le moment des femmes, Catherine Ney.
C'est le moment des femmes parce que ceux qui étaient les deux grands partis, il y en a un qui l'est toujours, un grand parti, c'est la première fois qu'une femme est candidate. Il y avait eu une dissidente qui était Marie-France Garot et qui avait réussi à 1,73% des voix, mais elle était sollicitée par Valéry Giscard d'Estaing pour atténuer le résultat de Jacques Chirac, et là c'était en 74, vous voyez, c'est loin tout ça. En 81, pardon. 80. Bon, il y a eu des femmes déjà qui sont candidates et qui ont fait des scores tout à fait modestes. Hein. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle soit la candidate des Républicains, que Anne Hidalgo, mais soit la candidate des socialistes, mais il y en a déjà une qui était Ségolène Royal. Mais second tour. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que Ségolène avait fait une sorte de... Elle avait écrasé Fabius et Strauss-Kahn quand même, il fallait le faire. Hein. Et puis François Hollande, elle avait pris la place en fait convoitée par son compagnon. Donc c'était une sorte de hold-up qu'elle avait réussi parce qu'elle avait du talent, un culot formidable. Et du panache. Là, Anne Hidalgo a pensé, parce que je le vaux bien, je suis maire de Paris, pourquoi pas, j'y songe et tout ça, alors qu'elle l'avait dit qu'elle ne le verrait pas, mais elle s'est lancée sans avoir de programme, en étant un peu seule. Et ça patine beaucoup. Mais je dirais que son dernier meeting, où elle a dit des choses qui font dresser les cheveux au point de vue ce qu'elle raconte sur l'histoire. Mais on parle le sort des musulmans aujourd'hui au celui des juifs avant-guerre. En 30, oui, alors que c'est pas... Enfin, on peut y revenir. Mais en tous les cas, où c'est échangé, elle s'est inventé un rôle. Celle de la Jeanne d'Arc qui va prêcher pour l'union. Alors, elle n'a pas de programme, mais c'est l'union. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que jusqu'ici, moi, je la voyais en meeting, je me disais comment une femme qui a cette ambition peut avoir un parler aussi indolent, lymphatique, vous voyez, qui vous en sortait son oreiller quand on l'écoutait. Tandis que là, pour l'union, elle a son combat. D'ailleurs, ça lui fait faire des choses extraordinaires. Elle prend le train, elle revient. Tiens, faut que j'aille TF1 annoncer. Et annoncer tout d'un coup, Eureka, je vais prêcher l'union. C'est vrai que 70% des électeurs de gauche voudraient l'union, donc elle va prêcher l'union. Voilà. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de... Mais voilà. Ce qu'elle espère, c'est qu'il va arriver que Jadot va extrêmement réitérer son exploit d'il y a 5 ans. Parce qu'il y a 5 ans, c'est lui qui a gagné la primaire contre... Rappelez-moi son nom. Sandrine Rousseau. Non, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était... Enfin bref, c'était une femme. Il avait écouté, je devrais... Hein, et donc, comme il avait 1% dans les sondages, il a rallié Benoît Hamon, qui en avait 17 à l'époque. 17% dans les sondages. Et là, il a un peu plus, il a 7, il a gagné contre Sandrine Rousseau. Et je ne sais pas, vous lisez Le Monde, on dit ah, mais la balle est dans le camp de Jadot et on voudrait déjà qu'il s'efface. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas montré, d'abord moi je le trouve très ennuyeux dans ses débats, vous voyez, il a une parole... Oui, un peu... Mais je ne sais pas, vous voyez... Il va se réveiller aussi, c'est pareil. Oui, ça va se réveiller, mais ça fait longtemps qu'il est candidat, qu'il pense, voilà... Ça... Alors je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tous les cas, pour Hidalgo... Voilà, l'union. Alors, c'est marrant parce que Valérie Pécresse, c'est celle qu'on entendait. Elle a quand même, les planètes se sont alignées pour elle. Elle a très finement joué cette primaire. Elle a contraint Xavier Bertrand à venir au sein des LR et finalement à y être piégée. Est-ce qu'elle a une chance, Valérie Pécresse? Le parcours qu'elle a, élève encore une fois très studieuse, elle a fait de nombreux postes ministériels, et le bébé Chirac, on l'a beaucoup dit. C'est un des grands espoirs de la droite. Écoutez, sa chance est plus dans ce qu'il y a autour d'elle que dans ce qu'elle est pour l'instant. Alors tout ce que vous avez dit, elle coche toutes les cases, elle a des compétences, elle a été une bonne présidente de région, mais sur le discours, elle est encore très technocratique, parce qu'on dit je suis la présidente du faire, mais faire quoi? Vous voyez, il faut qu'elle affine. Oui. Alors, mais sa force, c'est une chose que n'ont aucun candidat. C'est d'avoir un parti derrière elle, d'abord ses concurrents qui la soutiennent, et moi je crois qu'il faut donner un coup de chapeau à Xavier Bertrand, qui est parti trop tôt, qui a cru qu'il allait s'envoler dans les sondages, et puis c'est pas ce qui s'est passé, mais qui tout de suite l'a rallié, va se battre pour elle. Et puis les autres aussi se sont dit, bon, mais... Michel Barnier avec Ciotti. Tout le monde, il y a le parti derrière elle, et le parti, ça n'est pas rien, parce que c'est quand même, il y a 100 députés, 140 sénateurs, c'est une force de frappe qui, si elle est sur le terrain, très motivée, avec quand même une droite qui a envie d'une revanche, et qui sait aussi que s'il rate cette présidentielle,
il va se passer un peu de temps. Il va se passer un petit peu de temps. Donc sa chance, c'est les autres. Mais il faut qu'elle y mette un peu du sien, vous voyez, parce qu'elle a tout, elle est capable, et elle n'est pas encore attrayante en parole. Voilà, quand elle dit un tiers Merkel, un tiers Thatcher, 3 tiers Merkel, écoutez, Merkel, elle est formidable pour les Allemands. Mais nous, les Français, qui aiment l'emphase, le beau discours, ils ne supporteraient pas 16 ans une dame qui est si ennuyeuse dans ses paroles. Je sais pas si... mais les Allemands, depuis un certain Adolphe, ils ne veulent surtout pas d'envolée lyrique. Hein. Plus on parle, plus on a la langue de bois, neutre, épaisse, plus on séduit. Donc c'est pas chez nous. Oui, donc on ne peut pas comparer. Donc ce paysage politique avec ces femmes qui sont quand même assez nombreuses à se présenter, est-ce qu'il bénéficie de la vague MeToo? Est-ce qu'on est porté par un élan féministe aujourd'hui dans la vie politique française? C'est-à-dire que les femmes sont contentes que les femmes se présentent. Mais est-ce qu'elles voteront pour une femme? Jusqu'ici, c'était pas évident. Vous voyez, les femmes n'avaient pas voté pour Ségolène. Bon. Est-ce que les femmes vont voter pour Valérie Pécresse? Parce qu'elle est une femme. Parce qu'elle est une femme. En tous les cas, moi, les femmes n'aiment pas Macron. Hein. Je veux dire, moi, souvent, je vois des gens où dans le couple, l'homme vote pour Macron sans problème et la femme, pas du tout. Alors, est-ce qu'elles vont voter pour elle? Je ne sais pas. Mais c'est pas un argument politique, évidemment, le fait d'être une femme. Ça joue quand même un peu. Ça joue un peu. Ça joue dans l'air du temps. Ça joue un peu, c'est un peu dans l'air du temps. Et puis surtout, vous voyez, c'est une femme qui... Anne Hidalgo, elle va être plombée par le fait d'être maire de Paris, parce que c'est peu dire qu'elle n'est pas très appréciée à Paris et qu'elle a transformé cette belle ville en... Quand même, c'est pas sa faute si les gens jettent des papiers par terre et se conduisent très mal, mais enfin, elle a enlaidi la ville aussi, quoi. Bon, donc ça, c'est... Puis les embouteillages, en fait, tout ce qu'on sait, voilà, ça cache Paris. Donc c'est pas un atout pour elle, à Paris, d'être maire de Paris, et pas du tout en province. Voilà. Et Marine Le Pen, parce tandis que Madame Pécresse, d'abord elle a été ministre, elle a fait une réforme des universités, et puis comme présidente de région où elle a été réélue, elle a montré qu'elle avait du savoir-faire et peut-être pas encore assez de faire savoir. Marine Le Pen, un mot, oui. Vous évoquez son père dans votre livre, évidemment, mais est-ce que le fait de porter ce nom-là est pareil, un poids qu'elle va porter encore elle a quand même assez dédiabolisé le parti. Hein. Puis maintenant, on a l'impression qu'elle est la petite fille du général de Gaulle. Vous voyez, elle va à Colombey, Gaulis, et puis au train où ça va par rapport à Zemmour, on va dire. Mais c'est une extrême droite centriste avec elle. Vous voyez. Donc, est-ce qu'il va être intéressant dans le match? Est-ce que Zemmour va la faire baisser? Parce qu'à eux deux, ils font 30, 29, vous voyez. Donc, s'il y en avait qu'un, si on pouvait mixer les deux, là, c'est ce camp-là qui... Voilà. Et elle, est-ce qu'elle va pâtir? Ou est-ce qu'elle va... Mais il y a aussi l'usure pour elle. C'est sa 3e candidature. Et puis... Voilà, et c'est pas quand même quelqu'un qui vous prend par les oreilles, c'est pas une grande oratrice, on peut dire ça. En même temps, elle a le calme devient le trouble, comme elle le dit, elle n'a pas perdu ses nerfs face au phénomène Zemmour, elle a de la résilience, on l'a dit, c'est fini pour elle. Alors depuis 4 ans, on peut pas dire qu'elle est, à part sur les européennes où le score a été bon, on peut pas dire que dans l'Hexagone, elle a remporté beaucoup de succès et elle a moins d'élus maintenant qu'elle en avait il y a 5 ans. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous, Catherine Ney. Tu le sais bien, le temps passe. Aux éditions Bouquin, on parlera de tous les personnages, de la galerie de personnages qui peuplent ce livre. Et puis, évidemment, on se remettra dans la perspective de 2022, cette campagne assez incroyable qui s'annonce pour nous. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Avec notre invitée exceptionnelle, Catherine Ney, tu le sais bien, le temps passe, Souvenir 2. On va juste clôturer le chapitre élection 2022 avec Éric Zemmour. Il termine un voyage en Arménie. Écoutez ce qu'il dit à propos de ce que lui ont dit les Arméniens. Il y a une réflexion qui m'a touché droit au cœur. Il y en a un d'entre eux qui m'a demandé mais comment pouvez-vous être aussi faible en France face au conflit de civilisation qui vous est mené. Et j'avoue que, vous voyez, même ici, ils ont conscience de cela. Voilà. Catherine Ney, est-ce qu'il a raison, Éric Zemmour, de tout placer sur le registre de l'histoire, de la civilisation, de l'idée de la France, une France en danger, selon lui?
En tous les cas, il a amené dans le récit politique un récit national et parler de la France, ce que font rarement les candidats. Alors, il y a quelques erreurs qu'on peut lui imputer sur sa lecture de l'histoire. Mais il est entré en politique. Moi, je pense qu'il a été un peu sous influence. Il dit que c'est son fils qui lui a dit « Papa, arrête de dire, maintenant il faut faire ». Je crois qu'il faut toujours chercher l'entourage. Chercher la femme. Quelquefois la femme. Et que cette Sarah Knafo, qui est très maligne et tout ça, l'a convaincu qu'il devait faire don de sa personne au pays. Et il était prêt peut-être pour ça. Donc il est passé... Je crois que beaucoup ont tenté de le dissuader. Que c'est bon. Et puis, il est entré en politique c'est-à-dire que le CSA a voulu l'empêcher de parler sur CNews. Du coup, on ne l'a jamais autant entendu. Tout le monde l'a invité. Absolument. Moi, je me suis dit, pendant un moment, il y a un peu une overdose. Et on a senti qu'il y avait des choses qui n'allaient plus. Vous voyez, il y a 10 jours, on disait, il est fini. Puis, il y avait eu le doigt d'honneur. Voilà, des phrases, des choses inappropriées. Puis, quand même... ma parole devant le Bataclan, et puis d'autres, qu'on a répertoriées. Il faisait beaucoup de gaffe au fond, et je me disais, dans la sensibilité, il y a des choses qu'il ne perçoit pas. Et il était plutôt sur une phase descendante. Et puis il y a eu le meeting. Vous voyez, alors je ne sais pas si encore il y a un effet meeting, mais en tous les cas, on a vu qu'il pouvait réunir du monde avec des drapeaux. Mais vous le savez, ma chère Laurence, pour avoir suivi, que c'est pas une foule et des drapeaux qui font une élection. Mais s'il n'y en avait pas eu, même si la salle n'était pas complète, enfin il y avait du monde, il y avait des jeunes, sans masque d'ailleurs, je me suis dit tiens c'est un cluster. Et puis on a vu arriver sur scène quelqu'un qu'on n'avait jamais entendu et qui est quand même un tribun, qui a la phrase, il savait en une journée, m'a-t-on dit, avec beaucoup d'admiration, apprivoiser les prompteurs. Bon, c'était un texte écrit par lui, bien écrit. Donc, il a montré qu'il pouvait être un tribun. Et puis, il a été très applaudi. Et vous voyez, avec ses petites lunettes, il avait tout d'un coup un air plus sérieux. Et puis même sur la tribune, il avait l'air d'être plus épais physiquement qu'il ne l'est, parce que c'est quand même quelqu'un qui est physiquement frêle, vous voyez. D'ailleurs, je pense que ça sera son handicap, vous voyez. C'est quelqu'un qui est charpenté intellectuellement, mais il a du souffle quand même, il a du talent. Bon, là, il va en Arménie, et il a raison d'aller en Arménie, d'ailleurs... Valérie Pécresse ira aussi en Arménie, et c'est vrai qu'ils ont, dans leur histoire, été, très malmenés par l'histoire et par les Turcs qui continuent et tout ça. Donc c'est vrai que c'est bien d'aller les voir et de leur apporter leur soutien. En tout cas, la compétition continue, et Éric Zemmour, vous ne le voyez pas s'effondrer dans les prochains jours. Il ne va pas s'effondrer tout de suite. Le problème, c'est dans 2 mois, où en sera-t-il par rapport à Marine Le Pen? Parce que s'ils doivent débattre ensemble, et si c'est elle qui baisse ou c'est lui, vous voyez, il va y avoir... le problème va être chez eux. Il va falloir peut-être mettre de l'ordre, parce que s'ils y vont tous les deux, ni l'un ni l'autre ne pourra peut-être même arriver en deuxième position. Catherine Ney, on parle beaucoup de cette campagne politique présidentielle comme étant très violente, ultra violente. Vous en avez connu d'autres, des campagnes. Il y en a eu des extrêmement violentes, bien plus violentes à la limite que celle qui est en train de se dérouler. Oui, mais ce qui accroît la violence, c'est que c'est l'environnement de la France en général. Aujourd'hui, vous voyez... Tous les jours, les faits divers le sont tellement, les violents, et tous les jours, vous apprenez que vraiment des sauveteurs en montagne, des gendarmes dont les voitures ont été brûlées, pillées, enfin, il y a comme ça tous les jours, sur le terrain, des choses qui font extrêmement peur, que des gens peuvent même pas faire une procession religieuse sans être attaqués. Donc c'est vrai que la France est quand même en danger, il faut y remettre de l'ordre. Pour l'instant, évidemment, tout le monde, les petites phrases ont commencé les uns envers les autres. On voit bien que tout le gouvernement a déjà tout ce qu'il faut dire contre Pécresse et puis contre... voilà. Il y a tout ça qui va être joué, mais qui est normal. Mais la campagne ne fait que commencer. Mais je pense qu'il faudrait ne pas y aller trop fort sur la violence entre candidats, parce qu'il faut apaiser un pays qui, lui, est absolument... éruptif. Éruptif, et il y a un feu qui couve partout.
Mais vous n'avez pas connu ça dans d'autres élections, la violence contre Pompidou. Il y a eu des. Il y a eu des moments. violences personnelles contre Pompidou. Enfin, voilà. Mais non, mais je veux dire, l'homme est un loup pour l'homme et l'homme politique encore plus. Mais la scène était violente, mais le pays relativement apaisé. Tandis que maintenant, la scène va être violente sur un parti, sur un pays qui est en feu. Et qui a peur. Et qui a peur. Alors, vous voyez, ils ont une responsabilité aussi de ne pas y aller trop fort dans les attaques, parce que c'est... Vous avez raison. Oui. C'est aussi. Enfin, je le sens comme ça, vous voyez. Dans ce livre, il y a aussi beaucoup de vous, Catherine Ney, beaucoup de votre expérience de journaliste ici, dans cette grande maison Europe 1, où vous avez démarré comme journaliste politique, tout simplement. Oui, toujours, oui. Avec le Nagra sur l'épaule. Oui. Et avec beaucoup d'anecdotes vous concernant. Est-ce que le métier a changé? Est-ce que vous avez vu l'évolution de ce métier de journaliste politique se transformer à la faveur, encore une fois, de l'irruption des réseaux sociaux, de tout ce qui oui. notre Je vois aujourd'hui, oui, on regarde beaucoup les réseaux sociaux, on commence une matinée en regardant les tweets, vous voyez, plus qu'en allant frapper chez les politiques, leur téléphoner pour les voir, c'est une autre pratique. Mais enfin, ça en revient toujours au même. C'est essayer d'informer et d'écrire, enfin, de comprendre, de faire comprendre les enjeux de la politique. C'est toujours le rôle du journaliste, même si les outils sont différents. Je veux dire, il fait toujours le même métier. Et c'est de l'humain, au fond. C'est aller questionner l'humain, aller questionner ce qui se passe derrière les discours. Oui, mais encore faut-il que la pâte humaine qu'on trouve soit assez riche pour permettre de faire un repas complet, quelquefois. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas, voilà. Vous évoquez aussi beaucoup votre compagnon Albin Chalandon. Vous lui consacrez des pages bouleversantes. C'était quelqu'un d'assez exceptionnel, évidemment, que vous avez admiré et aimé. C'est à lui que vous dédiez ce livre? C'est à lui que vous dédiez tout cela? Oui. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire ce livre 3 mois après son départ. D'ailleurs, j'avais commencé par la fin, et puis j'étais tellement bouleversée que j'ai repris, voilà. Et oui, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui avait vécu des périodes très dures, la guerre, la résistance, et puis qui avait été très proche de Gaulle, qui avait avec Aron écrit le programme pour le RPF. Enfin, vous voyez, c'était une autre... voilà, c'est une chance de ma vie, et puis c'est l'homme que j'aimais. Et oui, et puis c'était, il y a encore une fois, on parlait des élites, c'était voilà une autre qualité, encore une fois, d'homme politique que l'on avait. Oui, mais vous savez, c'était aussi d'avoir eu pendant sa jeunesse, pendant les 4 ans de guerre, d'avoir fait la résistance et d'avoir eu peur de l'allemand. Lui, ce qu'il voulait, c'est pas, quand il y a eu l'invasion des Allemands, lui, c'était pas pour faire de la politique après, à la fin de la guerre. Lui, c'était pour que les Allemands s'en aillent, quoi. Il fallait, et quand vous avez pendant 4 ans... eu peur pour votre pays, pour vos proches, et connu les restrictions, les privations de liberté, eh bien, quand vous entrez après dans la vie active et que vous avez 26 ou 27 ans, vous n'avez qu'une idée, c'est comment reconstruire le pays. Voilà. C'est-à-dire, d'abord, avant de penser à sa carrière, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour reconstruire un pays qui était quand même complètement en miettes. Alors, donc, ça faisait des gens qui étaient d'une autre trempe, ça c'est vrai, vous voyez, parce que c'était, moi je dis toujours, c'était quand ils se réunissaient, quand ils faisaient la résistance, si on frappait à leur porte le soir, ça pouvait être la Gestapo, alors que maintenant, des jeunes, quand on frappe à leur porte à minuit, c'est le livreur de pizza, vous voyez, ça fait quand même une différence. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas expliquer à des gens qui ont 20 ans ce qu'a pu être... Ils faisaient passer l'intérêt de la nation bien avant. Oui, parce qu'ils avaient compris le prix d'avoir un pays qui se redresse, qui vous offre la France, le plus beau pays du monde, qui vous offre autant de liberté, qu'il fallait le reconstruire pour le préserver, parce qu'ils s'étaient aperçus qu'un pays, voilà, ça peut être fragile. Et l'actualité nous le prouve, que ce pays est fragile et fracturé, et qu'il va falloir retrouver de l'unité.
Ce qui n'est pas simple, évidemment, au regard des épreuves qui nous attendent. Merci beaucoup, Catherine, d'être venue ici, dans cette maison qui vous aime tant. Oui, mais c'est réciproque. Voilà. Tu le sais bien, le temps passe. Souvenir 2, c'est aux éditions Bouquin. Je vous le recommande, chers amis auditeurs et auditrices, parce qu'il y a beaucoup de notre histoire politique, mais il y a beaucoup de votre histoire, ma chère Catherine, et j'ai beaucoup aimé ce livre. Merci beaucoup d'être venue ce soir dans Punchline sur Europe 1. Merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, c'est Mouloud Achour pour Verven Underground. Et puis, c'est Alexandre Lemaire à 20h pour les informations. À demain, 18h, pour Punchline. Bonne soirée à vous tous.